329 jours de déjà écoulés pour l'année 2018. Il nous reste que 36 jours avant d'accueillir 2019. Pour l'heure, nous allons terminer ensemble et en beauté cette semaine. Et c'est la dernière semaine du mois de novembre en beauté. Vous le dis-je, nous sommes avec un monsieur aussi en beauté. Bonjour Marcelin. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de la semaine. Nous aurons donc aujourd'hui comme thématique la gestion du stress en entreprise. Le stress en entreprise, ça vient d'où? Est-ce que ça vient des employés, ça vient de l'environnement, ça vient de la hiérarchie, des patrons, des chefs, des sous-chefs? Qu'est-ce qui crée le stress en entreprise? Restez avec nous et aussi sur notre Instagram, notre Facebook, notre Twitter pour avoir toutes les informations. Vous pouvez poser également toutes les questions. On aura également Ange Patrick, Éolier et Régis Kofi, respectivement, qui vont s'occuper de la revue de presse et du flash. Mais aussi, Alix. Mais aussi, monsieur Paul Arnaud Écou, notre consultant Inforoute, sera avec nous pour parler des arrêts et stationnements en matière de circulation routière. Lundi Motivation, aujourd'hui, on s'attardera sur comment vous donner l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs. Mais encore, on aura Gabriel Zani cette fois-ci en plateau pour vous donner les différentes articulations et même l'essence de Instant Vérité. Ce sera donc dans quelques instants. Oui, et puis aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 novembre 2018, moins d'un mois de Noël. On espère que ça se prépare bien chez vous. Nous fêtons donc les Delphines, n'est-ce pas, Alix? Oui, nous fêtons aujourd'hui Delphine, Bélin, Camillo, Camille, Conrad, Conardin, Dauphine, Dauphinelle, Camille, Conard, Magnetz, Nixon, Romfer, Cyrus et Stilan. Donc voilà, tous ces prénommés-là sont fêtés aujourd'hui, 26. Et puis également le 26, on a souvenance de personnalités d'exception qui auront marqué de leur empreinte vraiment leur domaine. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la grande Tina Turner, donc actrice et chanteuse américaine, oui, parce qu'elle a joué dans des films. Tina Turner, que vous apercevez grâce à la maestria de Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Tina Turner, oui, née en 1938, elle est très bien conservée. Ouais. Le poids de l'âge n'a aucune entache sur sa beauté. Elle reste toujours belle. Ils nous ont aussi quittés malheureusement un 26 novembre. Monsieur Dave Comcrown, il est dessinateur américain de bande dessinée. Voilà, nous l'avons là en illustration. Et puis, c'est la journée des enfants des rues aujourd'hui, mesdames et messieurs. Célébrer donc le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a été signée en 1989. L'UNESCO organise la journée des enfants des rues. Voilà, l'UNESCO en association avec la fondation d'une grande agence de voyage de la place organise à cette occasion un séminaire sur les enfants des rues. On ne le dira jamais assez, le phénomène des enfants des rues est un phénomène inhérent vraiment à toutes les grandes capitales du monde entier. Tout le monde se sent concerné. Également, hier, nous célébrions la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous sommes tous concernés, comme nous le disions à l'instant. Il ne faut pas battre les femmes, il faut plutôt les protéger. Elles sont porteuses de vie et c'est elles qui dirigent toute la société, je pense. Absolument, je suis d'avis avec vous, Alix. Les femmes sont le trésor et surtout l'avenir de l'humanité. Journée internationale des aides soignants. Voilà, une journée internationale qui est restée discrète, qui existe depuis 2010. C'est une profession dite invisible et puis voilà, qui se bat, initiée par la profession elle-même. Cette journée donc a reçu le soutien d'une ministre influente de la santé de l'époque en France, Madame Roselyne Bachelot-Narquin. Voilà. Exactement. Madame Roselyne Bachelot, aujourd'hui, qui intervient sur des plateaux de télévision comme chroniqueuse, chroniqueuse. Comme quoi, on peut se reconvertir. À lui, avant sa reconversion, peut-être plus tard dans je ne sais quoi, mais en tout cas, il est avec nous, bien avec nous. Chaque fois, il intervient pour le Flash. C'est Régis Kofi avec nous pour une nouvelle semaine. C'est le Flash qui démarre maintenant. Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé à sa résidence avec le Premier ministre malien, Soumeïlou Bobé Maïga, était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue ivoirien. Le Premier ministre malien est donc en Côte d'Ivoire depuis hier. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Une visite de 48 heures pour booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Herman Guivet.
10h34, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est en terre ivoirienne. Accueilli sur le tarmac du GATL par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, Soumeylou Boubèye Maïga et Amadou Gon Coulibaly donnent le ton de ce en quoi consisteront leurs échanges. Une visite de travail du Premier ministre malien qui permettra également d'aborder des sujets en rapport avec la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, le remercier pour la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président. Et puis reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter depuis l'année dernière, et non, au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale en matière, dans le domaine économique notamment. Et puis, bon, vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'il y a entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Aujourd'hui, avec cette visite, ça nous donne l'occasion de continuer donc, de travailler sur la coopération qui unisse nos deux pays. Et c'est évident que vous imaginez que nous avons beaucoup de points en commun donc, à développer donc, ensemble et ce sera l'objet des discussions que nous allons avoir toute la journée d'aujourd'hui. Direction la résidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour un tête-à-tête entre les deux personnalités. Notre-Dame de la Chapelle, c'est Notre-Dame de toute grâce, pardon, c'est le nom de la chapelle du village d'Assounvoué dans le département de Toumoudi. Elle a été inaugurée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, d'une capacité de 1100 places assises. L'édifice est un don du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et de son épouse Mama Traoré. Quelques kilomètres de bitume relient désormais le village d'Assounvoué, dans le département de Toumoudi, à l'autoroute du Nord. Une fois à l'entrée du village, un autre ouvrage attire l'attention. Il s'agit de la toute nouvelle chapelle Notre-Dame de toute grâce, un don du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de son épouse Clarisse, native du village. La consécration du nouvel édifice religieux s'est faite en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Célébrant la messe de consécration, Monseigneur Alexis Touably a insisté sur le lien que chaque chrétien catholique devrait entretenir avec son Église. Je suis émerveillé devant l'éternelle jeunesse de l'Église, une jeunesse bimillénaire qui se renouvelle sans cesse et qui la maintient toujours jeune, toujours forte, toujours solide, toujours splendide. Ô Sainte Église, mon amour. Catholiques, aimez votre Église et soyez fiers d'être catholiques. La chapelle Notre-Dame de toute grâce d'Assounvoué a une capacité de 1100 places assises. Sa construction a été initiée par la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, une initiative à laquelle le couple Duncan n'est pas resté insensible. Comme le disait Mère Teresa, et je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Il faut faire de petites choses, mais avec un immense amour. » Fin de citation. C'est un peu de ce que mon épouse Clarisse et moi avons voulu essayer de faire pour traduire à travers cet édifice notre humble reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Notre vœu le plus ardent est que s'accomplisse pour ce village et les autres villages ici représentés au-delà cette promesse figurant dans le livre de l'Exode où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » La chapelle d'Assounvoué comprend également un presbytère et une grotte mariale inaugurée par la première dame Dominique Ouattara. Elle invite les fidèles catholiques du village à prendre soin de l'édifice. Nous venons d'assister à la consécration et la bénédiction donc, de la chapelle d'Assounvoué qui est devenue maintenant église. Et ça, c'était une très belle nouvelle. Je voudrais donc les remercier pour leur accueil très chaleureux et remercier surtout Monsieur le vice-président et son épouse, Clarisse Duncan, qui ont
offert ce joyau architectural à la population d'Assoumbe et leur dire que vraiment, je sais qu'ils en prendront grand soin. Et c'était magnifique, c'était une très belle cérémonie et c'était très sympathique. La première dame de Côte d'Ivoire n'est pas repartie d'Assoumvoué sans laisser des traces de générosité aux populations et à l'église du village. Elle a offert du matériel agricole, des dons en vivres et en espèces pour un coût global de 51 millions de nos francs. Autre bonne nouvelle, l'engagement pris, séance tenante, par Monseigneur Alexis Touabli, d'ériger la chapelle en une paroisse, chose qu'il promet de matérialiser dans les meilleurs délais par la nomination d'un prêtre. C'est un commentaire de Habiba Dambélé. Un mot d'économie à présent avant de refermer la porte de cette édition. Passer de la volonté à l'acte dans le financement des PME, c'est la vision de la 3e édition de La Finance s'engage, une plateforme de rencontre des acteurs de la finance en Côte d'Ivoire. L'objectif est de transformer durablement les PME et leur offrir des opportunités de financement. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30. Avec plaisir, on vous retrouvera à 6h30 donc. Et nous, quand nos meubles nous servent à garder la ligne, ben ça donne fitness avec une chaise. Bonjour chez vous, c'est Cyril Nyamke, coach sportif. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner avec une chaise. 3 exercices à faire avec une chaise. 12 répétitions par exercice. Des exercices très simples que vous pourrez faire chez vous. Allez chercher votre chaise rapidement. On va commencer avec le premier exercice. En position assise, on va juste tendre les bras et faire des squats. Donc bras tendus, on se redresse, on envoie le bassin en arrière. Dès qu'on touche la chaise, on remonte. 1, 2, 3. Pensez juste à vous asseoir. 4, on se redresse, on serre les fesses. 5, 6, 7, 8. Pour 12 répétitions, n'oubliez pas. 9, gardez toute la surface du pied au sol. 10. Videz l'air à la montée. 11 et 12. On va se mettre sur la chaise maintenant. Poser les mains sur la chaise et courir sur place. Donc on se met en position de pompe et on court sur place pour 12 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Le troisième exercice. On va se mettre en position de pompe devant notre chaise. Bien tendre les jambes. Toucher avec une main. Donc on gaine bien les abdos. On touche avec une main et on alterne. Sans trop bouger le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 12 répétitions. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. On va reprendre. Deuxième série. Je vous rappelle qu'on a 3 séries à faire. Bras tendus, on reprend les squats. 1, on redescend. 2, 3, 4. Dès qu'on touche, on remonte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. On repart. On pose les mains en position de pompe. On court sur place. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montez bien les genoux vers la poitrine. 9, 10. Parfait. On va pour le dernier exercice. Le troisième, avant le dernier circuit. Toujours en position de pompe. On va toucher le banc. 1, la chaise, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez bien sentir les épaules là. 9, 10, 11 et 12. Encore 2, encore 2. Parfait. Super. Dernière série. Toujours en position assise. On reprend une dernière fois. Maintenant, on va faire un petit saut. Bras tendus. On va sauter et redescendre. D'accord? On tend les bras. On pousse les mains vers l'arrière quand on remonte. Et on revient en position de départ. 5, 4, 3, 2, 1. Bras tendus. On pousse. On redescend, on s'assoit. On se redresse, on pousse. 2, 3. On pousse au maximum. Parfait. 4. On expire. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, dernier, et 12. Parfait. Encore 2 exercices. Courage, avec moi. On met les mains en appui sur la chaise. Position de pompe. On court sur place. 12 répétitions. On monte bien le genou à chaque fois. N'oubliez pas, jambes tendues en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice avec moi. Courage, courage, courage. Allez, courage. Position de pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, ce circuit, c'est pour vous montrer qu'à la maison, on peut s'entraîner avec plein de choses comme une chaise, les rebords d'un lit, une bouteille d'eau et plein d'autres choses. Donc, l'entraînement, c'est aussi être créatif et utiliser tout ce qu'on a autour de nous pour faire bouger les choses, nous faire bouger, brûler des calories. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je passe l'antenne à Marco et à Alix. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, coach Cyril Niamke. Il est 6h11. Tout de suite, nous allons essayer de partir maintenant pour la revue de presse avec Ange, Patrick et Olivier. Très heureux d'être des vôtres ce matin. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des anciens de la FESI, UNAFESI et le procès à la haie de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont les deux sujets qui dominent l'actualité nationale. En Assemblée générale hier, Soro et les anciens de la FESI font une démonstration de force et lancent un message fort, titre Soir Info, qui ajoute que le président de l'Assemblée nationale demande la libération de Charles Blé Goudé. Afrique Presse cite des formations qui a pris part à cette rencontre, relate que c'est Aipo Martial, premier secrétaire général de la FESI des années 90, qui a été désigné à l'unanimité pour présider aux destinées de cette organisation. Le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé revient encore ce matin à la une de plusieurs journaux ivoiriens. Désemparé, le procureur cache des vidéos de vérité, révèle Notre Voix. Notre envoyé spécial poursuit ce journal proche de l'Ancien Régime, décrit l'ambiance avant le verdict. La Voix originale explique de son côté comment Maître André Claver de la Défense a fermé la bouche du procureur. Le Jour Plus, qui s'intéresse également à ce sujet, donne une autre version de l'audience. Procès de Gbagbo et Blé Goudé, la défense demande l'arrêt. Les avocats de l'État disent non, non et non. Le confrère qui cite Maître Mignard souligne que la défense a peur de ses propres témoins. Par ailleurs, la presse ivoirienne évoque ce matin d'autres sujets, notamment Bédié qui livre ses vérités et fait des révélations et fait des clarifications sur la situation socio-politique dans son pays, dans le Nouveau Réveil. Dans un dossier, l'Expression explique pourquoi les élèves battent leurs enseignants. Le sursaut dévoile tout le contenu d'une affaire à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, des prêtres au cœur d'un scandale de 147 millions de francs CFA. Ce journal fait aussi des révélations sur les affrontements de Zouaounien. Et puis en football, Didier Drogba qui devient entraîneur selon Supersport. Eh bien, voilà autant de sujets à parcourir dans la presse ivoirienne ce matin. Sur le continent, dans son édito, François Soudan de Jeune Afrique indique qu'à 80 ans, Ellen Johnson Sirleaf, dans une déclaration, l'ancienne présidente du Libéria exhorte ses pairs trop âgés à quitter le pouvoir afin de laisser la place aux générations montantes. Dans son collimateur, poursuit le confrère, une bonne dizaine de noms, dont celui de l'Ougandais Yoweri Museveni, lui qui a récemment fait sauter la limite d'âge afin de briguer un 6e mandat présidentiel. Direction la France pour finir. Mercredi soir, une femme a accouché d'un petit garçon dans une rame du métro parisien avec l'appui d'un médecin à bord. En guise de cadeau, la RATP, gestionnaire du réseau, a offert au bout de chou 25 ans de transport gratuit. Voilà, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain.
Merci Ange-Patrick Merci, Éolier. Ange-Patrick. C'était dans le RER que cette dame a donné naissance au bout de chou. Vous disiez à l'instant, ça donne des idées à des femmes qui seraient à terme de se balader vers les gares. Mais on reste encore dans l'univers routier. Maintenant, nous allons partir visiter nos voies et artères pour vous donner le point de la route. On va démarrer par l'échangeur de Marcory, voir un peu ce qui se passe très tôt ce matin. On constate que, comme d'habitude, à ce moment-ci de la matinée, le trafic est pratiquement néant. Autre voie, avec la complicité de Christelle Akoussa et toute son équipe. Nous partirons pour une autre voie. Voilà, c'est le pont de Gaulle dans la commune du Plateau. Là-bas, quand même, le trafic se fait, on va dire, il démarre en tout cas. Le lagunaire, troisième tronçon, pour voir un peu si ça va, si le balai sur l'asphalte a déjà commencé. Apparemment, oui, timidement, mais ça a commencé. Donc, du côté du boulevard lagunaire. Et là-bas, lagune propre, les salades d'eau douce se sont volatilisées. Boulevard Latrille, bon mouvement de nos véhicules. Le trafic est pratiquement intense. Donc voilà, on vous souhaite une belle journée de lundi. 6h16 partout en Côte d'Ivoire, que vous soyez en route ou à la maison. Le moment pour nous de discuter maintenant avec notre spécialiste de la sécurité routière. Il s'appelle Paul Arnaud Ekou, consultant en droit routier. Les arrêts et stationnements, c'est de ça qu'il s'agit. Si on n'a pas un jingle, on va directement ou sinon? Merci. Bonjour Monsieur Paul Arnaud. Bonjour. Bienvenue. Alors tout de suite, quelle différence y a-t-il entre arrêt et stationnement? Notre code de la route chez nous n'a pas particulièrement réglementé l'arrêt. On va prendre la définition dans la Convention internationale. Très bien. Donc on va dire que l'arrêt, c'est l'immobilisation de la voiture, le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un passager ou pour embarquer ou débarquer une marchandise. Et dans le cas contraire, on est dans un stationnement. Donc chaque fois qu'on est arrêté suffisamment longtemps pour des motifs autres que prendre un passager ou descendre un passager ou prendre des bagages, on est dans une situation de stationnement. D'accord. Donc, vous avez déjà expliqué les nuances. Hein? Oui. Ok. Alors, quand parle-t-on d'un mauvais arrêt ou d'un mauvais stationnement? Pour stationner, il faut d'abord être autorisé à pouvoir stationner. Donc, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a aucune indication qui vous interdise de stationner. Mais surtout, il faut éviter aussi que votre situation de stationnement gêne la circulation. Donc, il va y avoir des cas que le code va énumérer qui constituent soit des stationnements interdits, donc punis par la loi. L'exemple le plus patent, surtout pour nos amis conducteurs d'Egbaka, c'est qu'à un carrefour, il est interdit de stationner ou de s'arrêter. À un virage, au sommet d'une côte, sur la chaussée. Et donc, il y a des situations comme ça qui sont listées par le code où il est formellement interdit de stationner ou de s'arrêter. Et puis, dans toutes les autres situations où votre stationnement, votre arrêt va causer des entraves à la circulation ou de représenter un danger, il est forcément interdit de s'arrêter ou de stationner également. Alors, quelles dispositions prendre pour effectuer un bon arrêt ou un bon stationnement? Pour pouvoir s'arrêter, le conducteur doit pouvoir s'arrêter dans le sens de sa circulation. Chez nous, le sens de la circulation, c'est à la droite. Donc, très souvent, on s'arrête à droite. Donc, c'est-à-dire que je ne dois pas traverser la chaussée pour m'arrêter de l'autre côté. On est déjà en situation d'infraction. Il faut aussi pouvoir s'arrêter dans des situations où on est le plus proche du trottoir, sans être le trottoir, puisque l'arrêt sur le trottoir est interdit. Donc, il faut être le plus proche de l'accotement, je veux dire le plus loin possible de la chaussée, de sorte qu'on puisse laisser un véhicule vous dépasser. Il y a aussi des situations où il faut rester toujours disponible. Dès que vous stationnez, vous êtes à l'arrêt, il faut être très proche du véhicule pour pouvoir l'enlever à tout moment. Ou quand vous allez vous éloigner, il faut disposer le véhicule de telle sorte qu'il ne puisse pas représenter un danger. On parlera de mettre le frein de stationnement, on dit quoi, frein en main. On parlera de bien fermer les portières pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et puis, bon, bien évidemment, quand on s'arrête, c'est parce qu'on veut descendre. Il faut s'assurer avant d'ouvrir les portières qu'on ne va pas causer, on ne représente pas un danger pour les autres usagers. Donc, il y a des dispositions pratiques qu'il faut prendre, mais surtout, il faut s'assurer qu'au moment où on s'arrête, le stationnement et l'arrêt n'est pas interdit par la loi. Alors, que dire des stationnements payants sur les voies publiques, concrètement? Oui, c'est
Le stationnement payant, c'est le prolongement du code de la route par arrêté préfectoral ou par autorité municipale. Là-dessus, la nuance, c'est que des fois, nos autorités municipales confondent les règles qui s'appliquent à l'occupation de domaine public et au stationnement payant. Donc, on voit des autorités qui viennent transformer des trottoirs en aire de stationnement. C'est interdit, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est interdit de stationner sur les trottoirs. Donc, il faut dire que l'autorité puisse prévoir ces stationnements-là. L'autorité va délivrer aussi des cartes de stationnement pour certains types de véhicules, les transports publics, surtout les taxis. Et donc, c'est permis, c'est réglementé, sauf qu'il faut faire attention à ne pas porter atteinte à la liberté de circuler des autres usagers, ainsi de suite. D'accord. Que fait en cas de pose de sabot, d'immobilisation ou de mise en fourrière de son véhicule? Oui, là-dessus, il y avait une très belle décision de la Cour suprême, le juge, qui estime que la liberté de s'arrêter, enfin, l'arrêt et le stationnement sont des libertés publiques. La circulation fait partie d'une liberté fondamentale. On a le droit de circuler librement, c'est un droit parmi les droits de l'homme. On a le droit de s'arrêter aussi. Donc, la pose des sabots vient sanctionner un stationnement ou un arrêt interdit, vient stationner un arrêt ou un stationnement gênant. Donc, au moment où le sabot il est posé, vous vous assurez qu'il y a une pancarte qui vous a interdit de stationner. Si ce n'est pas le cas, la pose du sabot va être irrégulière. Il faut s'assurer aussi que notre stationnement ne gêne pas, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure. Dans le cas contraire, il y a un sabotage, non? Il y a une pose de sabot qui est irrégulière. Et dans ce cas, le deuxième élément, le sabot, c'est plutôt l'immobilisation du véhicule. Donc, il faut qu'il soit autorisé par l'agent de la circulation qui le fait. Si ces cas-là ne sont pas avérés, dès que le sabot il est là, il est irrégulier. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées en général par rapport au stationnement et aux arrêts? J'ai rappelé au début qu'on n'a pas vraiment défini la notion d'arrêt dans notre code. Du coup, vous vous retrouvez par exemple à l'arrêt de bus, le temps de décharger, de descendre un passager, l'agent de la circulation il va sortir, il va vous dire non, vous êtes en infraction. Parce qu'il n'y a souvent pas de réglementation. Donc on a une réglementation qui est un peu insuffisante sur certains principes. C'est pareil quand vous arrivez à un panneau stop, vous ralentissez, vous observez que la circulation est fluide de part et d'autre. Vous vous engagez, l'agent il sort, il n'est pas marqué l'arrêt obligatoire. Donc on a quelques éléments de notre législation qui sont insuffisants. On a aussi que les aires de stationnement ne suffisent pas, ne sont pas bien disposées, il n'y en a pas partout. Ces aires de stationnement-là ne permettent pas, comme je l'ai dit, à exercer la liberté publique de s'arrêter. Puisque quand il roule à un moment donné, il va falloir qu'il stationne. Donc il va falloir prévoir ces aires de stationnement, il va falloir coordonner l'action de deux autorités municipales pour qu'il y ait suffisamment d'aires de stationnement, et ainsi de suite. Voilà. On peut revenir brièvement sur le stationnement, surtout la pose de sabots, parce que sous nos cieux ici, hein, ça donne, on va dire, lieu à beaucoup de disputes, on parlemente, ça peut être violent après. Oui, ça donne lieu à des disputes et à beaucoup de polémiques. Et comme je l'ai dit, c'est l'application d'une sanction. Et donc, il y a un principe, c'est-à-dire que des fois, la pose des sabots, c'est le préliminaire à la mise en fourrière d'une voiture. Et donc, il y a forcément une législation et c'est l'application d'une sanction pénale. Donc, il faut s'assurer que c'est fait dans les règles. Il ne faut surtout pas se bagarrer avec l'officier qui le fait. En principe, la sanction de l'arrêt et du stationnement interdit est immédiate. Donc, quand on vous pose le sabot, c'est parce qu'au moment où on venait vous verbaliser, on ne vous a pas trouvé. Et c'est pour vous empêcher de disparaître lorsque l'agent fait sa tournée. Et donc, à ce moment donné, vous revendiquez d'abord vos droits, les droits d'usager. Je ne suis pas mal garé, je ne suis pas mal stationné, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. S'il insiste, il doit vous verbaliser normalement. Donc, il va vous dresser le PV d'arrêt ou de stationnement interdit ou stationnement gênant pour que vous puissiez contester. Et soit vous payez l'amende, qui est l'amende classique de 2000 francs, parce que c'est une infraction de 3e classe, soit vous attendez, vous contestez. De 2000 francs? Oui, les contraventions de 3e classe font l'objet d'une amende forfaitaire. C'est plus cher, mais l'amende forfaitaire, c'est... Non, parce que je suis d'autant plus étonnée que sur le terrain, le montant, il n'est pas 2000 francs, il est bien plus élevé. Oui, j'ai constaté. On confond deux éléments. On confond la tarification de la mise en fourrière et la tarification de l'infraction, la sanction de l'amende. La mise en fourrière, vous allez payer le déplacement du véhicule, vous allez payer la garde du véhicule par la société de fourrière. Par contre, là, vous n'avez pas bougé du tout. Donc, vous payez la sanction qui vous est infligée par le code. L'autorité municipale qui
réglemente les aires de stationnement ne fixe pas d'amende. Il ne fait qu'appliquer l'amende du code de la route. Maintenant, si vous contestez et que vous arrivez au tribunal et que vous avez tort, vous allez payer forcément une amende plus chère, puisque la contravention va jusqu'à 360 000 francs. Mais c'est l'amende forfaitaire pour reconnaître notre faute, notre tort, qui est de 2 000 francs. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Ekou. Merci beaucoup, madame. Alors, nous recevions donc M. Ekou pour parler des arrêts et stationnements. On espère que désormais, vous saurez comment vous garer sur nos différentes voies. Merci. Merci beaucoup. Bon lundi Merci à vous. Marcelin, on poursuit avec notamment la météo, n'est-ce pas? Oui, ce sera dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous, Alix, de revenir sur cette journée internationale des aides-soignants qui est très importante parce Bien que sûr. parfois ce sont des personnes qui font énormément dans nos centres de santé, qui ont un véritable rôle psychologique aussi très très important. Comme on le dit, c'est une profession invisible ou tout au moins manquant de reconnaissance car sa proximité avec les malades n'en fait pas pour autant une profession écoutée. Voilà, parfois on entend dire que ce ne sont que des aides-soignantes, on ne les écoute pas, les gens nous traitent de laveuses, de toiletteuses ou pire encore, et autres perles relevées ici et là, sont monnaie courante dans la profession. Pourtant, Alix. Mais pourtant, ce sont, on va dire, des professionnels aussi du métier. Il faut leur apporter toute l'importance qui leur est due. Et donc, voilà, aujourd'hui, cette journée leur est dédiée. Merci donc pour le travail que vous abattez. Oui, et on a une pensée ce matin du fond du cœur pour toutes ces personnes qui nous regardent depuis des hôpitaux, qui ont certainement veillé et qui sont dans le giron de la santé, les aides-soignantes. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde aussi d'être en notre compagnie. Les 6h27, météo, JT, Flash avec Régis Kofi. On se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, le temps sera généralement nuageux sur les zones du littoral et du sud forestier, avec quelques averses de pluie. Par la suite, le soleil apparaîtra progressivement. La bande centrale sera intéressée par le brouillard ou la brume humide, avant de faire place à un ciel partiellement nuageux et ensoleillé. Le nord, quant à lui, sera sous l'effet de vent sec. Et pour les températures de la matinée, nous observerons 25 degrés à Abidjan et à Diaké, une série de 24 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés encore à Gagnoa, 24 à Korogo, 23 à Mont, 24 à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra et enfin 24 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, en début de période largement ensoleillé sur les zones allant de la bande centrale au nord du pays. Par la suite, l'apport d'humidité du fait des vents de mousson atténueront les effets de l'armaton sur la zone du nord. Le littoral et le sud forestier seront intéressés en milieu ou en fin de période par des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orage. Et par la suite, cette situation touchera l'est et l'ouest en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa, 35 degrés la maximale à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 à Mont, 35 à Odiéné, 31 degrés la minimale à San Pedro, à Sassandra et à Tabou, et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. L'actualité africaine, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Porte close à l'ambassade américaine en République démocratique du Congo. L'ambassade des États-Unis en RDC est fermée aujourd'hui lundi en raison d'une possible attaque terroriste. En Ouganda, au moins 29 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'un bateau de croisière sur le lac Victoria. Le navire transportant près de 100 personnes a coulé samedi près de Kampala, la capitale.
des médias locaux affirment qu'un certain nombre de personnes bien connues du public local, dont des artistes, étaient à bord de l'embarcation. Le président Idriss Déby Itno est arrivé en Israël hier pour la première visite d'un chef d'État tchadien dans ce pays. Après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques, Idriss Déby a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a qualifié sa visite d'historique. Nous reprenons une coopération qui a été suspendue, a indiqué Netanyahou lors d'une conférence de presse commune à l'issue de leur entrevue. Présent à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de la 8e édition du sommet de l'Africité, le ministre de la Ville, François-Albert Amichia, multiplie les rencontres, des rencontres bilatérales pour le financement des politiques de développement des collectivités territoriales ivoiriennes. Mamadou Kouassi. Pour Marrakech 2018, ils sont nombreux, ces élus locaux ivoiriens qui participent à cette rencontre continentale, aux côtés de leurs pairs des autres pays. Ici, le quotidien de ces élus, maires et présidents des régions, accompagnés des experts ivoiriens en décentralisation, est fait de colloques, panels, ateliers et de rencontres bilatérales. Le ministre de la Ville, François-Albert Amichia, profite de ce salon pour échanger avec des partenaires au développement, mais aussi avec les autorités en charge du développement local. C'est le cas avec les responsables marocains et le directeur de City Alliance spécialisé dans la lutte contre les bidonvilles, structure qui envisage s'installer à Abidjan. Le ministre Albert François Amichia a également échangé avec le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. La France, aujourd'hui, à travers l'Agence française de développement, est naturellement très mobilisée pour être aux côtés des collectivités locales du continent, naturellement des ministères concernés. Et donc nous avons regardé ensemble quelles étaient les priorités du ministère de la Ville. Et naturellement, nous allons travailler d'ici la prochaine venue en France de Monsieur le Ministre pour pouvoir eh bien, mettre en face de ces attentes, de ces besoins, également une expertise française qui puisse contribuer à ce ministère de mission. Le ministre de la Ville a félicité le secrétaire d'État français pour son engagement et celui de son gouvernement à soutenir la Côte d'Ivoire à relever ce défi. Déjà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a des perspectives. Je crois qu'il est important. Maintenant, nos équipes respectives vont travailler sur la préparation de ces entretiens. Et puis, il n'y a aucune raison de ne pas penser que l'expérience française pourrait être adaptée aux réalités ivoiriennes. L'un des aspects clés de cette discussion, les financements pour permettre aux élus locaux de mettre en œuvre leur politique de développement. Tout ceci pour le bien-être des populations. Les restitutions d'œuvres d'art sont un enjeu crucial pour l'Afrique. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les collections publiques françaises. Marie-Cécile Zinsou, présidente de la fondation Zinsou au Bénin, se bat justement pour cette cause. Nous l'écoutons. Mais l'idée des conclusions de ce rapport, c'est que l'Afrique peut aujourd'hui légitimement espérer son patrimoine et qu'elle n'aura pas à supplier la France ou à s'humilier pour le récupérer. L'idée, c'est que la France, dans la dignité, réouvre le dialogue avec l'Afrique. Alors, les collections africaines du Quai Branly s'élèveraient à 70 000 œuvres et les objets qui pourraient rentrer dans la catégorie restituable s'élèveraient à 46 000 œuvres. Alors, les œuvres d'art africaines qui sont arrivées en France sont arrivées de multiples manières. Dans le cas du Bénin, qui est un cas pratique qu'on peut prendre, il se trouve que les œuvres sont parties avec le pillage colonial en 1892. Le général Dodds a emmené une partie des œuvres qu'il a données au Musée de l'Homme et une partie des œuvres sont parties aux soldats. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Et donc là, tout à coup, le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel de ce rapport en réalité. Un tombeau, des sarcophages et plusieurs objets funéraires de l'Égypte ancienne, récemment découverts dans une nécropole de Luxor, dans le sud du pays, sont dévoilés. C'était en présence du ministre des Antiquités. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve à 7h. À tout à l'heure, Régis Kofi.
Marcelin, on poursuit. Oui, ma très chère Alix, on poursuit avec maintenant le beau visage de notre consoeur d'Instant Vérité. Mais avant, on aura... lundi motivation. Oui, on aura lundi motivation. Il faut avoir vraiment la motivation. Hein. Ah lundi oui, motivation pour nous parler. Et ce sera avec coach Ina Mariam Kanouté. Mais rassurez-vous, Instant Vérité, on sera cette fois en direct avec Gabriel Zani. Et c'est nous qui allons faire le débat. On va lui demander, c'est nous qui allons lui dire cette fois, les Ivoiriens veulent savoir. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure, après ça. Passer à l'action. Et si tu changeais ton regard sur les situations? Il y a plein de défis autour de toi, c'est certain, mais aussi énormément de raisons de se lever. Ne fermes-tu pas les yeux sur des trésors présents, des opportunités, des possibilités? Te concentres-tu sur le bon côté des choses, les points positifs de chaque situation? Oui, c'est vrai. Tout ne va pas forcément aujourd'hui dans le sens que tu voudrais. Mais as-tu fait attention à ce qui a marché déjà? As-tu regardé tout ce pourquoi tu devrais avoir de la gratitude ce matin? Ton job ne t'enthousiasme plus trop? Ton entreprise piétine un peu? Ton foyer bat de l'aile? Les collaborateurs ne sont pas à la hauteur de tes attentes? Peut-être bien. Mais as-tu pensé à toutes les gratifications que tu as eues grâce à ce travail? Au toit qu'il t'offre, les perspectives possibles. Il n'est peut-être plus à ton goût, mais tout ce trésor que tu déploies pour ton travail aujourd'hui te renforcera pour la suite. Regarde aussi les qualités de toutes ces personnes qui t'exaspèrent aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as accompli de beau dans ce travail et tout ce qu'il te permet de faire à la fin de chaque mois. Regarde également toutes les personnes qui t'aiment et qui comptent sur toi. Sachant que ce sur quoi on porte son attention s'amplifie, tu as aussi toutes les raisons de faire le choix du positif et d'en faire ton mode de pensée quotidien. En portant ton attention sur tout ce qui va bien, tu auras ainsi assez d'énergie pour t'attaquer à ce qui doit changer. Ce que tu dois changer, toi et toi seul. Tu as sans doute une excellente raison encore de te lever ce matin. Alors on y va. Go, go, go. Excellente journée à toi. Voilà, de retour sur le plateau, vous l'aurez constaté déjà, la lumière Gabriel Zani est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Gabriel Zani? Je vais bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On attendait Instant Vérité aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien d'autre qu'il convient en ce moment d'expliquer un peu le principe de Instant Vérité. Les invités vous fuient, ils ont peur? Non, on a dit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su? Invités. Non, les invités, on les a. Voilà, on a les invités, ça, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais seulement, il s'agit d'expliquer le principe de Instant Vérité pour que les uns et les autres comprennent bien. Les Ivoiriens veulent savoir. Ils veulent savoir justement ce qui se passe. À quoi ça sert? Oui, Instant Vérité ne sert pas à flageller, ne sert pas à stigmatiser. Ah bon? Voilà, un invité, non. Instant Vérité sert, c'est une plateforme où, je vais dire, où tout le monde, toute personne qui a envie de dire la vérité sur un domaine bien précis. La vérité ou sa vérité? Non, la vérité, pas sa vérité. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire sa vérité comme ça. Il faut dire la vérité. Pas en face de vous. Voilà, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est exactement. Alors, le principe est simple. C'est quoi Instant Vérité? Quand on prend l'intitulé de Instant Vérité en lui-même, Instant Vérité. Donc, il s'agit de dire la vérité en un petit espace de temps, une petite durée de temps, il faut dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller directement à la réponse de la question qui est à la fois simple et directe. Et c'est de faire quoi ensuite? Ensuite, c'est de poser sur la table tous les sujets qui font débat. Donc, tous les débats d'actualité, c'est de toucher les questions de fond, les questions politiques, par exemple. Il s'agit là de venir ici, d'expliquer le comment du pourquoi d'une motivation politique, d'un choix politique, d'une posture politique, d'un leader de parti politique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des soucis particuliers
Est-ce que les gens ont des... Parce que je suis d'accord avec vous, parce que les Ivoiriens veulent que la RTI soit ouverte, que tout le monde puisse s'exprimer, mais ce n'est pas évident aussi d'avoir des invités. Ça, l'année passée, depuis le début de la saison... l'année passée, c'est vrai qu'on a eu des invités qui nous ont fait défaut. Il y a des gens qui vont vous donner toutes les garanties du monde et vont vous appeler à 3 h du matin pour dire que ce n'est pas possible. C'est ça aussi, il faut faire avec. Oui, on a eu ces cas-là, on a eu ces cas, je crois, trois reprises. Mais bon, c'est vrai, je ne connais pas les motivations, justement, je ne connais pas peut-être les choix. C'est dû à quoi? La peur de venir vous rencontrer ou qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être la peur de s'exprimer sur un sujet précis, pas de venir me rencontrer. Bon, voilà, je ne fais pas peur. Non, pas du tout. Je n'ai pas de corde. Mais il s'agit simplement, peut-être pour ces personnes-là, de se donner le temps de se préparer. Parce qu'un instant vérité, ce que vous n'avez pas, vous avez peut-être le sujet, vous avez les grandes lignes, mais vous n'avez pas les questions. Voilà, vous n'avez pas les questions. Et peut-être que c'est à ce niveau-là que ça coince. Et c'est fait exprès, c'est fait ainsi pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'à un moment donné, on peut être responsable de ce qu'on fait, des positions qu'on adopte par rapport à un sujet bien précis. Et ça, c'est l'esprit de Instant Vérité. Voilà. Bon, Alix et moi, on a décidé ce matin de vous faire votre instant vérité. Non, parce que c'est bien beau de faire ça aux autres. Gabriel Zani, on vous reproche parfois votre ton acerbe. Vous l'assumez? On a l'impression que parfois vous clouez l'invité au pilori. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'en tant que journaliste, c'est votre rôle? Parce qu'on dit que le journaliste n'est pas là pour plaire. Est-ce que c'est normal? Non, le journaliste n'est pas là pour plaire. Le journaliste n'est pas là aussi pour, n'est pas là pour caresser tous ceux qui gèrent la chose publique dans le sens du poil. Voilà. Le journaliste, il se met avec la population. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des enquêtes, il regarde les faits qui arrivent et il dit aux populations, ah, voilà tel fait qui se produit. Voilà. Et votre opinion, votre commentaire est nécessaire par rapport à une telle décision, par rapport à un tel fait qui arrive. Voilà un peu ce que le journaliste fait. Ici, Instant Vérité, c'est un espace de bonne gouvernance, je crois, que la RTI offre. Oui, justement, c'est un espace de bonne gouvernance que la RTI offre à tout le monde. De venir ici, s'exprimer sur un sujet bien précis. Mais alors, c'est de dire la vérité. Et cette vérité-là, quand on vient à Instant Vérité, moi, comme vous n'avez pas en face de vous l'autre partie, le journaliste se met dans la peau de celui qui n'est pas là et fait débat avec vous. Mais en la matière, c'est le ton qui pose problème, des retours que vous avez après échange. Oui, après le ton est vraiment très acerbe, très critique et tout cela. Oui, mais bon, c'est fait exprès. C'est fait sciemment pour que les uns et les autres, pour pousser l'invité dans ses derniers retranchements et qu'il puisse dire la vérité. Vous savez, il y a des personnes qui ont des discours très politiques. Hein. Quand elles viennent là, elles ont un discours très politique, un discours très codifié, ne peuvent pas sortir de la zone de confort. Donc, de temps en temps, il faut essayer de titiller juste un peu, de piquer un peu pour que l'invité sorte un peu de, de sa zone de confort. Est-ce que vous avez des représailles après l'invité? Est-ce que ça peut arriver? Non, les Ivoiriens veulent savoir si vous avez la liberté. Les Ivoiriens veulent savoir, et Alix, moi avec eux, on veut savoir si vous avez des pressions juste après, juste avant. Non, je n'ai jamais, depuis la première saison, depuis janvier 2000, oui, les yeux dans les yeux, je vous le dis. Et les yeux dans les yeux des téléspectateurs aussi. Je le dis, je n'ai jamais été mise sous pression. Je n'ai jamais été, menacée par qui que ce soit. Ma direction, la RTI, ne m'a jamais demandé de prendre tel invité ou de ne pas prendre tel invité. Non, Instant Vérité est vraiment libre de travailler. Là, je le dis. Instant Vérité vous a jamais interdit de prendre un invité? Oui, on ne m'a jamais interdit de prendre un invité. La preuve, parce qu'à la fin, est passé ici, toute l'opposition est passée. Il y a et tout cela. Le pouvoir aussi est passé. Il y a le porte-parole du RDG, Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré qui est passé. Je veux dire, tout le monde passe à Instant Vérité. Donc, comment fait-on pour passer justement? Quel est le procédé? Pour passer Instant Vérité, oui. Marco me... Ah non, Marco n'a rien dit. Marco me j'ai cru. Non. Il n'est pas cannibale. Avec un peu de soupe quand même. Ah ben lui, je le défendais. Tout le monde passe à Instant Vérité. Alors, pour passer à Instant Vérité, on nous appelle, on peut appeler la direction de la RTI, on peut appeler Matin Bonheur, on peut appeler aussi Gabriel Zani, voilà. Et puis, bon, on vous rencontre et on vous écoute. Voilà, on vous écoute. Il y a des auditions d'abord. Voilà, des auditions, on écoute et tout cela. Et on essaie même de faire un petit débat en off. Voilà.
Ah, c'est préparé avant? Non, en fait, c'est préparé avant, mais vous n'avez pas, je vais dire, les questions de fond. Les questions, vous n'avez pas peut-être le déroulé, les grandes lignes, mais c'est pour jauger, en fait. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maintenant, quand ce qu'il dit est vrai ou n'est pas vrai, moi, je ne vous dis pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je mène une petite enquête. C'est de l'investigation. Voilà, on fait des recherches et c'est le lieu pour moi ici de pouvoir de saluer tous les journalistes de la presse écrite, de saluer d'abord même la direction de RTI1, la direction de l'information de RTI1, de saluer tous les journalistes de la presse écrite, de saluer l'UNJCI, voilà, tous ceux-là, de saluer, pardon, l'AIP, voilà, tous ceux-là qui contribuent à étoffer, enrichir le débat, voilà, de Instant Vérité. Gabriel Zani, quelle est la personne que vous souhaiteriez vraiment, si on devait vous faire un cadeau de Noël, c'est qui l'invité, la personne que vous rêveriez d'avoir en face? Pour le dernier lundi de l'année 2018. Donald Trump, je sais pas, Madonna, je sais pas, je dis tout. Ici, à Instant Vérité, c'est de venir expliquer devant les Ivoiriens ce qui se passe dans un domaine bien précis. Et les Ivoiriens veulent toujours savoir ce qui se passe à la présidence. À la présidence, donc, il est important qu'un jour ici, le président Alassane Ouattara appelle pour dire « Ah, bien voilà, c'est une émission qui me permet… » Voilà, qui me permet d'expliquer voilà, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe à la présidence. Voilà, ce qui se passe peut-être lors d'un conseil des ministres. Voilà, quand on a pris une mesure, quand on a pris une disposition gouvernementale, ce qui se passe et tout cela, de quoi il retourne. Alors, les Ivoiriens veulent que le président de la République vienne et joue ici, devant nous. Et puis, on va faire de bons instants vérité. Mais nous sommes flexibles. Hein, là, c'est le rédacteur en chef adjoint qui parle. On peut se déplacer également, mais on reste toujours dans l'esprit de l'instant vérité. Oui. C'est-à-dire, avec force et détail, il faut argumenter. Il faut argumenter. On n'est plus dans un moment où il faut dire des choses ou bien passer à l'antenne pour remercier les personnalités. Non, il faut venir dans un débat, dans un domaine précis, avec des statistiques, avec des données concrètes. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand l'invité vient pour s'exprimer sur un sujet bien précis, il défend une position. Voilà, donc il a les arguments pour. Et en face de lui, moi le journaliste, ou la journaliste, voilà, je lui oppose un contre-argumentaire. Donc un contre-argumentaire pour essayer de faire sortir, de faire éclater la vérité entre le pour et le contre. Voilà comment ça se passe. Donc les gens se tonnent, mais elle pose en même temps les questions et elle fait débat. Mais c'est quel genre de journaliste? Non, mais le principe de Instant Vérité, c'est ça. Voilà. On pose les questions, en même temps je fais débat parce que l'invité n'a pas la partie adverse en face de lui. Très bien. Donc, quand on arrive, il faut aussi s'apprêter par rapport aux sources, étayer son intervention de preuves. Hein. Oui, oui. Concrète. Effectivement, quand on est là, il ne faut pas dire des choses pour les dire. Justement. Voilà. Il faut les argumenter. Il faut en même temps prouver que ce qu'on dit est vrai. Parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir la vérité. Quand on dit instant vérité, c'est de dire ce qui est vrai. Ce n'est pas de maquiller les faits. Ce n'est pas non plus de venir ici et de tenir un discours politique. Ça ne se fait pas quand même. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a de dire leur vérité? Chacun vient de dire sa vérité. Est-ce qu'il y a la vérité? Est-ce qu'il y a la vérité absolue? Parce que oui, mais quand vous venez dire vos vérités, en 20 minutes, est-ce qu'on peut dire la vérité? Est-ce que tous les contours, est-ce qu'on peut maîtriser la vérité avec V majuscule? Non, on ne peut pas occulter le fait qui est là. Ça part de vérité, je suis d'accord. Mais... Oui, non, il y a un fait qui est là, qui arrive. On pourrait, excusez-moi, mais on pourrait peut-être, je vais dire, regarder de près ce qui se passe à Fraternité Matin, par exemple. Oui, alors, le licenciement. Là, le licenciement, voilà. Là, il y a un fait qui est arrivé. Voilà. Et on en débat. Celui qui est là dit ce qui se passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions pour comprendre l'arrière-plan de ce qu'on voit et de ce qui se déroule devant nous. Voilà. Donc, le prochain invité, c'est qui? Le prochain invité... Les Ivoiriens veulent savoir. Bon, on a encore... dans les discussions, on ne va pas annoncer de nom. Voilà, c'est sûr que lundi prochain, vous aurez bien. Instant Vérité. Maintenant, on n'annonce plus de nom parce qu'on ne sait jamais après. Ah oui, là, on ne peut pas citer de nom, mais en même temps, on a des personnes qui sont déjà briefées sur la question. Et puis bon, je crois que le lundi prochain, on aura un invité de taille. Et là, on va dire toute la vérité. Rien que la vérité. Ce que les Ivoiriens veulent savoir sans filtre.
Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Gabriel. Zani, on est très heureux de vous avoir dans cette équipe de Matin Bonheur. Et voilà, changez pas, restez vous-même et puis surtout, ramenez-nous toujours des discussions croustillantes qui font avancer le débat. Il est 6h50, c'est le moment pour nous, Alix, de recevoir... Nous recevons à l'instant notre invité. Il nous vient de la direction commerciale et marketing. Avec lui, nous parlons de ce festival qui a trait au web, Africa Web Festival, c'est la dénomination. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Désolé, nous n'avons pas votre nom. Vous pouvez vous présenter. Moussa Sissé. Monsieur Moussa Sissé, bienvenue à la matinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maslin de l'opportunité que vous nous donnez pour parler de Africa Web Festival. Et nous venons ce matin pour annoncer la 5e édition de l'Africa Web Festival à Abidjan, 13 juillet, les 29, 30 et 1er décembre 2018 au Palais de la Culture à Abidjan. Et donc, c'est un festival cette année qui aura des allures d'anniversaire, puisque ça fait 5 ans maintenant que nous existons. De 2014 à 2019, l'aventure a été très passionnante. Les délégations étrangères viennent de plus en plus nombreuses. Les écoles se bousculent, les enfants, les tout petits, les élèves des lycées et collèges se bousculent pour participer à cet événement. Et donc, cette année, pour l'occasion, nous avons délocalisé le palais de cet événement au Palais de la Culture Trashville, de sorte à pouvoir accueillir beaucoup plus de participants. Alors, quelle est la moyenne de fréquentation depuis tout ce temps-là? Est-ce que vous avez des chiffres pour nous? Parce que nous, oui, la moyenne, le taux de fréquentation. Effectivement, de 2014 à 2018, le nombre de participants est passé de 2500 visiteurs à 7500 visiteurs en 2018. Et donc, ça nous permet de dire que le bilan est largement positif. Et donc, vous me donnez là l'occasion de dire un grand merci à notre maman, Madame Sidiawara, notre maman Afrique 3.0, qui vraiment ne ménage aucun moyen pour offrir ce festival à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse des plus défavorisés. Alors ce festival, il est meublé de quoi essentiellement? Quelles sont les articulations? Dans le festival, nous avons des activités qui parlent de conférences, ce sont des panels, ce sont des ateliers qui parlent de l'entrepreneuriat féminin, qui parlent de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire, les start-up, qui parlent de l'exposition, de l'innovation, de la démonstration. Et ce sont des concours d'explication, des concours de site internet et des concours de blog. C'est toute une panoplie d'activités qu'on ne saurait vraiment développer sur ce plateau, mais alléchant les unes aussi que les autres. Quelle est la météo du web en Afrique en général et dans notre pays, la Côte d'Ivoire en particulier? Bon, le web aujourd'hui est en pleine croissance, vu déjà les chiffres que nous avons depuis 2014. De 2014 à 2019, avec un taux de pénétration de 10% en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 à 25% de taux de pénétration. Et parlons toujours de chiffres. Quelle est la moyenne d'âge que vous recevez ici? C'est des personnes de quel profil? Ok, nous recevons le grand public, nous recevons les professionnels, nous recevons les élèves, nous recevons les étudiants. Donc au niveau des élèves, justement, c'est des élèves de 10 à 15 ans pour qui nous avons offert une activité qui s'appelle les Champis d'éthique, Champis des TIC, qui est une activité qui les amène à s'approprier l'outil du numérique de sorte à comprendre de l'initiation. De sorte, n'est-ce pas, à faire d'eux des développeurs, de sorte à faire d'eux des entrepreneurs de demain. Une question un peu sociologique, hein, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on fait après des personnalités, des gens qui deviennent stars via le web? Qu'est-ce que ces personnes-là deviennent après? On a le cas donc de l'intéressant de Woutigi Lobert, voilà. Mais ce genre de personnes-là que le web fabrique, entre guillemets, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, nous, à Africa Web Festival, nous faisons de nos ambassadeurs. C'est nos porte-voix, c'est nos porte-paroles, et c'est ceux-là qui... Qu'importe le modèle, hein, qu'importe le système. Peu importe le système, pourvu que ça soit quand même un apport numérique innovant. Moral. Bien sûr aussi. Avec une moralité, parce qu'on ne va pas prendre aussi... Bah oui, il y a certains qui ont du bad buzz. Il y a du tout. Au festival, nous, tout le monde a dit, nous mettons en valeur. Il y a du bon buzz et il y a du bad buzz, comme dit Alex. Ce sont les valeurs de respect, ce sont les valeurs de dignité que nous mettons en avant dans la philosophie générale de l'Africa Web Festival. Donc, et pour revenir au cadre académique plus studieux, pour les compétiteurs, les startups, c'est dans quel domaine généralement? Vous acceptez du tout? Et à la clé, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est aussi ça la motivation. Ah oui. Au niveau des concours, permettez-moi de revenir sur les concours d'application. D'accord. Les concours de sites web, les concours d'application mobile et les concours d'animation 2D, 3D. Voilà. Donc, nous lançons les concours en amont durant l'année, permettre au maximum de participants de s'inscrire. C'est d'un. Et de deux, nous offrons des accompagnements, des coachings, de sorte à les amener à se perfectionner dans l'art qu'ils épousent, dans l'art qui les passionne.
Voilà. Nous avons eu des expériences un peu désolantes les années dernières qui consistaient à donner de l'argent, du numéraire aux gagnants. Et donc maintenant, pour leur permettre de se prendre au sérieux et pour leur permettre d'être plus efficaces, ce sont des accompagnements avec des professionnels de métier que chaque acteur aura choisi. Très bien. Donc, au lieu d'offrir des fonds, c'est plutôt de l'accompagnement en incubation. En incubation, pour ceux qui sont dans la production audiovisuelle, c'est de prendre déjà leur production audiovisuelle et leur permettre de participer à des festivals étrangers. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On espère que vous avez pu communiquer, dire ce que vous vouliez dire sur ce plateau de Matin Bonheur. Réussir le tour de force de passer chez nous parler d'ici. C'est vraiment plaisir pour nous. Permettez-moi de rappeler allez-y, la date. Je rappelle que nous vous le permettons, monsieur. Le jeudi 29 novembre. Donnez-nous tout le programme ici. Le vendredi 30 novembre, le samedi 1er décembre, au Palais de la Culture à Abidjan, Treichville. Nous attendons encore beaucoup plus d'élèves et étudiants parce que là, nous avons des initiés au codage numérique. Nous allons aujourd'hui leur offrir des activités telles que les innovations et le stand des démos. Et nous allons chaque année apporter un peu plus au niveau du numérique à Africa Web Festival. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon? Vous avez tout dit? Oui, je pense. Mais là, permettez-moi de dire merci à tout le public, à tous nos partenaires, à toutes les délégations étrangères qui viennent à ce festival. Absolument. Oui, de plus en plus, les délégations sont nombreuses. Chaque année, les écoles se bousculent. Et donc, c'est justement pour ces raisons que nous avons délocalisé l'événement au Palais de la Culture pour permettre à un grand nombre de participants de prendre part à toutes les activités que nous offrons. Merci, monsieur. Le nom déjà, Alix, on ne l'avait pas. Monsieur Cissé Moussa. Monsieur Cissé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. La suite, et belle activité. Alors, la suite, nous allons marquer un arrêt pour la pub et vous retrouverez Régis Kofi dans quelques instants. Bienvenue dans le point de l'actualité internationale. Une brusque montée de tension a eu lieu hier entre l'Ukraine et la Russie. La marine ukrainienne accusant Moscou d'avoir capturé 3 de ses navires après leur avoir tiré dessus, blessant 2 personnes à bord. La Russie a ensuite confirmé l'information de la capture des bateaux et avoir fait usage de la force. La première ministre britannique Theresa May annonce qu'avant Noël aura lieu un des votes les plus importants du Parlement depuis plusieurs années sur l'accord sur le Brexit. Elle a aussi affirmé que c'était le seul accord possible. Des Syriens sont amenés dans un hôpital d'Alep pour être soignés pour des problèmes respiratoires après une attaque au gaz toxique. C'est selon un nouveau bilan fourni dans la nuit par les médias d'État qui ont accusé les insurgés. Le Front National de Libération, l'alliance rebelle la plus importante présente dans la province d'Alep et d'Idlib, a démenti toute implication. À la ferme pédagogique de Montmagny, dans le Val d'Oise, une dizaine de personnes ont choisi d'effectuer un travail d'intérêt général pour échapper à la prison et donner du sens à leur peine. Reportage. Samir a 44 ans. Condamné pour conduite sans permis avec récidive, ce père de famille a eu le choix. C'était la prison ou 80 heures de travaux d'intérêt général, ou TIGE, ici à la ferme de la Butte-Pinson, dans le Val d'Oise. J'ai préféré prendre les travaux d'intérêt généraux, ce qui paraît logique, plutôt que de subir une incarcération qui n'a finalement aucune utilité ni pour moi ni pour la société. Je suis un boulet, je vais rester allongé toute la journée dans une prison, à regarder la télé et à occuper mon temps je ne sais comment. Là, contrairement, je me sens un petit peu plus utile, j'ai l'impression que ma peine, elle sert à quelque chose. Comme Samir, ils sont une dizaine de tiges à faire fonctionner le site, avec des bénévoles et des fermiers. Nourrir les bêtes, recycler les déchets, entretenir les espaces verts avec l'éco-pâturage, le travail ne manque pas, les visiteurs non plus. Chaque année, 25 000 scolaires viennent découvrir la vie de la ferme ici. Ses enfants à lui, Samir les retrouve chaque soir, à la maison. Le TIGE lui permet aussi de continuer à développer ses 2 entreprises dans la restauration et le bâtiment. On s'est rendu compte que finalement très peu de postes TIGE étaient disponibles sur ces territoires-là, alors que beaucoup de personnes sont condamnées. Les TIGE qu'on nous affecte, il y a à peu près 80% d'inactifs. Les 20% qui ont un boulot vont venir le week-end.
Le reste du temps, on va se servir de cette contrainte judiciaire pour les réinsérer dans un cadre collectif, leur apprendre les codes de l'entreprise, que beaucoup connaissent très très mal le monde de l'entreprise. Et là, on va fonctionner comme un sas vers l'emploi. Il y a 3 ans, ces terrains étaient en friche. Depuis, 5 autres de ces fermes ont ouvert en région parisienne. C'est ici que la garde des Sceaux a choisi de présenter cette semaine la future agence nationale pour le travail d'intérêt général. Ouverture prévue le 10 décembre avec une mission, favoriser cette alternative à la prison. Toujours en bref et en image, en Colombie, plus de 4000 bracelets fluorescents pour soutenir la cause des femmes. Les Colombiens ont battu samedi le record du monde du Guinness Book lors d'un événement à Bogota en faveur de la défense des droits des femmes et de la non-violence contre les femmes. Des chariots ferroviaires pour éviter le trafic de manille, c'est aux Philippines. Sitôt le train passé, les hommes remettent leurs chariots faits maison sur les rails et les passagers montent à bord. Ils défient ainsi la mort pour éviter le trafic dense sur les routes de Manille. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 6 h. Et sachez que ce plaisir sera partagé, très cher Régis Kofi. Bonne journée à vous. Merci. Vous êtes là pour le flash de 10 h, c'est ça? Non, non. Juste demain. Vous êtes tout à nous Juste demain. Vous pour êtes la matinale. En exclusivité. Tout à vous, en exclusivité. Merci. Régis Kofi, estampillé, matin bonheur, exclusivité, Isa. Merci beaucoup à vous et très très bonne journée, très cher. Allez, il est 7h05, mesdames et messieurs. Vous êtes à Matin Bonheur et on est très heureux d'être en votre compagnie. Maintenant, nous allons passer dans ce qu'on appelle la thématique. Le moment très important, d'ailleurs, c'est celui qui est rediffusé le plus souvent. Parlons d'un thème. Le lundi, c'est emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress en entreprise. Tout un programme, ma très chère Alix. Exactement. Quand se rendre sur son lieu de travail révèle d'une psychose pratiquement, comment gérer ce stress-là qui est voilà, généré de plusieurs facteurs. Mais vous le savez, avant tout échange, nous partons pour notre capsule et nous recevons bien sûr un expert. Je dirais que c'est un état émotionnel qui gagne un individu suite à un arbitrage que l'individu fait entre les contraintes face auxquelles il est confronté dans une situation de travail et les ressources dont il dispose pour faire face à cette situation de travail. Mais je sais que cela arrive souvent lorsque on a plusieurs problèmes auxquels on doit réfléchir pour donner vraiment une solution et là ça se manifeste. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Selon une étude, la surcharge de travail figure au premier rang des sources de stress liées à l'emploi. Il arrive effectivement qu'on ait en face de nous plusieurs clients, on a plusieurs dossiers, on appelle partout, tel client veut effectivement qu'on traite le dossier rapidement, tel autre veut qu'on traite le dossier rapidement et on ne sait pas précisément quel dossier il faut vraiment prioriser. Et quand c'est comme ça, vraiment, le stress, ça se manifeste. Le stress en entreprise prend souvent des proportions importantes et à chacun sa petite solution pour le surmonter. Je gère effectivement dans le calme, c'est-à-dire que je ne me laisse pas vraiment influencer par les clients, par la volonté des clients, ce que les clients veulent. Voilà, j'arrive effectivement à garder mon tempérament. Je pense que pour moi, face à une situation stressante, d'abord je cherche à me calmer, me relaxer et me dire que je peux mieux rebondir. Il y a les potentialités qu'il faut pour pouvoir faire face à la situation. Pour réussir à surmonter mon stress, j'ai pris beaucoup, je me fais confiance. Si je maîtrise mon travail, je n'ai pas à me stresser parce que je sais que il a été formé pour cela, je peux le faire, donc pas de stress. Donc moi, selon moi, le stress, ça dépend. Le stress au travail, ça dépend si vous maîtrisez votre boulot ou pas. Vaincre le stress au travail ou l'atténuer conduit sans aucun doute à une meilleure performance, mais aussi améliore la santé et la sécurité au travail avec à la clé des bénéfices économiques et sociaux.
Le docteur Kwame Félicien est psychologue du travail à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un de rédié qui vraiment qu'on consulte régulièrement pour tout ce qui concerne les ressources humaines. Et il nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Bonjour docteur. J'imagine que vous êtes sous pression parce qu'il nous a dit, hein, lui, il n'est pas stressé en venant sur le plateau. Il est sous pression. C'est si cet état de pression augmente qu'on parle alors de stress. C'est ça? Bien sûr. Pour vous dire que le stress, c'est une... avant même d'aller à tous ces éléments de définition, il faut que je vous présente mes salutations à vous, M. Marcelin et Madame, et puis à toute la direction de la RTI qui nous permet d'échanger sur un sujet aussi important et d'actualité que le stress au travail. Alors, on connaît le stress dans la vie, mais quand c'est au travail, c'est comment? Bien, le stress, quand c'est au travail, quand on parle de stress au travail, cela voudrait dire qu'on quitte l'aspect individuel de la chose pour voir un aspect beaucoup plus collectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un seul individu qui se plaint d'une situation au travail n'est pas forcément, on ne peut pas forcément parler de stress au travail. Mais lorsque, et ça je me fonde sur la définition donnée par la Convention française, la Convention collective française, qui, bien entendu, appuie sa définition sur l'approche de l'OMS. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a plusieurs individus dans une même situation qui se plaignent des mêmes choses, et alors, en ce moment-là, on dit qu'ils sont en train de développer un stress au travail. Très bien. Et cela va se manifester. C'est collectif. Voilà, tout à fait. Il y a l'aspect collectif qui intervient dans le stress au travail. Donc, ce n'est pas l'apanage d'un seul individu. Plusieurs individus se plaignent de la même chose. Et ils souffrent de la même chose dans le milieu du travail. Et alors, en ce moment-là, on dit qu'ils sont en train de vivre un stress au travail. Très bien. Puisque nous sommes au travail, qu'est-ce qui crée ce stress au travail-là? On a différents aspects. Hein. On peut les libérer dans les tâches, dans l'organisation, succinctement. Bien sûr. Il y a plusieurs facteurs au niveau du travail qui peuvent expliquer le stress que vivent les employés. Quand on prend le travail dans son organisation, au niveau des tâches, et ça, dans votre commentaire tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, bien sûr, la surcharge de travail est un élément fondamental. Une seule personne ne peut pas tout faire. Bien sûr. En matière de développement, en matière de genèse du stress. Mais ce n'est pas le seul élément. Les confusions de rôles, est-ce que les rôles sont réellement bien établis? À telle enseigne qu'il n'y a pas de conflit de rôle. Je vous demande de faire un travail et en même temps, on confie un autre travail à l'individu X et on se rend compte qu'en réalité, les deux tâches se chevauchent. À telle enseigne qu'au finish, on ne sait pas qui fait quoi. Dans l'organisation? Bien sûr, au niveau de l'organisation. Et il y a aussi, comment on appelle, un autre aspect très important, l'ambiance au travail. L'ambiance au travail, c'est un élément capital. Ah bon? Quelle est la situation, quelle est l'ambiance qui règne entre les travailleurs? Est-ce que c'est une ambiance conviviale, cordiale, sincère, honnête, ou alors c'est une ambiance fondée sur l'hypocrisie, sur la méfiance, sur les suspicions, sur le harcèlement? Tout ça sont des éléments qui vont mettre l'individu dans une situation de pression. On parle des relations entre collègues notamment. Bien sûr. À cela, il y a le climat de travail. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le climat de travail, et ça c'est ce que je viens de vous expliquer, est-ce qu'au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe de travail, il y a, tout à fait, est-ce qu'il y a une certaine convivialité? Elle se matérialise par quoi? À quel moment on dit que oui, ce groupe-là, il y a une convivialité? Quand ils rient ensemble ou bien quand ils travaillent bien ensemble? Parce que parfois, on peut beaucoup rire. Oui. Judas étant le plus souriant des apôtres. On connaît la suite. Effectivement. Soit dit en passant. Voilà pourquoi j'ai apprécié l'intervention de Madame tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de sincérité. Parce que dans une équipe, il y a l'idée fondatrice qui est la sincérité. Absolument. Et c'est cette sincérité-là qui va conduire en fait tous les autres éléments, qui va les coordonner. Mais si vous vivez sous fond d'hypocrisie, lorsqu'on se voit, on se tapote,
alors qu'en réalité, dans votre dos, on est en train de fomenter d'autres choses. Mais ça ne peut pas permettre, permettre de dire qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe de travail. Docteur, vous touchez là un point sensible. Oui, parlons même de sincérité. Elle a une coloration. Quand on n'aime pas, il faut dire tout de suite qu'on n'aime pas. Là, on sait tout de suite sur quel pied danser. Mais il ne faut pas feindre d'être bien intégré à tout le monde. Pourtant, ça ne va pas. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où on vous fait croire que vous êtes rose, alors qu'en réalité, on pense que, ou du moins, on vous perçoit comme vert. Oui, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas sincère. C'est des façades. Il faut dire à l'autre, mais en toute courtoisie et avec bienveillance, ce qu'on pense. Et bien sûr, avec tout le respect qu'on lui doit. Parce que même on peut dire des choses à son patron. Bien sûr. Mais avec le mot. Avec les mots, avec la courtoisie, avec la bienveillance. Bien sûr. Dans les deux sens. Bien sûr. Parce que quand on parle de stress au travail, en réalité, les travailleurs, ils vivent de quoi? Des pressions qui viennent de la hiérarchie. Voilà, de la hiérarchie. Il est vrai qu'il peut y avoir des pressions entre eux, mais il y a aussi des pressions qui peuvent émaner de la hiérarchie. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir... Alors, tout de suite, la question qui nous brûle les lèvres, Alice, quelle est l'attitude idéale que la hiérarchie doit avoir pour créer une bonne ambiance exemptée d'hypocrisie, mais vraiment une bonne ambiance qui ne peut pas mener au burn-out comme on a vu dans certains pays? Tout à fait. Très bien. Alors, l'élément fondamental même à retenir, avant que je ne réponde à votre question, on pourrait même se demander qui a intérêt à ce qu'il y ait une ambiance cordiale de travail, à ce qu'il y ait, je ne sais pas moi, que les uns et les autres se sentent vraiment libres, épanouis à produire. Mais bien entendu, c'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie. Ça devrait être la hiérarchie. Bon, non, mais c'est la hiérarchie. Okay. Normalement. Je vous comprends. Mais il faut dire, le résultat incombe à qui? Ce sont les employés qui exécutent, mais le résultat incombe à qui? À leur premier chef, qui lui rend compte. Et c'est ainsi. Et donc, quand vous avez compris que le résultat produit par vos collaborateurs, je préfère le mot collaborateur parce que c'est cela, par vos collaborateurs, c'est cela qui va faire de vous le chef que vous êtes. Et alors, en ce moment-là, vous mettez tout en œuvre en les considérant comme tels pour créer une sorte de confiance. En eux, il faut leur permettre d'asseoir cette confiance-là en eux. Déléguer, tout à fait. leur confier des responsabilités. On ne peut pas tout faire tout seul. Personne n'a jamais réussi tout seul. Et ça, il faut que... Alex dit quelque chose qui est très important. Oui, il faut communiquer franchement. Ça nous emmène à parler du style même de gestion. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, que ce soit entre la hiérarchie et les collaborateurs ou alors entre les collaborateurs eux-mêmes. Personne n'est indispensable. Il faut qu'on apprenne à comprendre que personne n'est indispensable. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, on trouvera quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Alors, quand vous comprenez cela, donnez l'opportunité aux gens qui sont avec vous de s'épanouir, d'éclore. Ils ont le potentiel, mais il appartient au chef de faire en sorte que ce potentiel-là, il soit action. Et c'est l'action qui va produire le résultat. Si on ne respecte pas tout ce que l'on vient de dire, ça génère sûrement et assurément du stress. Bien sûr. L'employé, dans ce cas, comment il gère ce stress-là, au milieu encore de cet environnement-là? Alors, il y a deux éléments. Lorsqu'on parle de gestion du stress, il y a deux éléments sur lesquels on peut tabler. Soit on table sur la source, ou alors on table sur l'individu. Mais ici, bon, il sera difficile parce que la source échappe au contrôle de l'employé. Alors, est-ce à dire qu'il va se laisser tétaniser, il va se laisser aller jusqu'à l'épuisement, au burn-out, comme vous l'avez dit, ou alors il doit prendre des dispositions pour être dans les conditions... Parce que la première chose à faire, c'est de préserver sa vie. C'est de préserver sa vie. Donc, il y a un travail à faire à lui-même son niveau. Docteur, alors, allez-y. Alors, donc, il s'agit d'abord, pour l'individu, de savoir identifier la cause de son stress. D'accord. Mais dans cet environnement-là, qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est le fait de voir le patron? Est-ce que c'est sa manière de s'adresser à moi? Ou alors, est-ce que je ne me sens pas à la hauteur de la tâche? En tout cas, il faut identifier la cause de son stress. Et à côté de la cause du stress, bien entendu, normalement, vous devez pouvoir, ou on devait pouvoir identifier les différents signaux
qui nous disent attention, attention, vous êtes en train de développer du stress. Docteur, oui. Il y a plusieurs écoles en matière de gestion du stress en Bien entreprise. sûr. Il y a l'école anglo-saxonne, où là, c'est plus ou moins flexible. Bien sûr. Vous pouvez voir même votre patron le taper, voilà, vraiment rigoler. Mais puis, il y a l'école occidentale, française, qui est un peu plus, on va dire, napoléonienne, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'école africaine où c'est tout pour le chef? Le chef a dit, le chef a dit, il n'a pas dit. Bien sûr. Il dit, il y a toutes ces influences socio-culturelles-là qui interviennent dans la genèse et la gestion du stress. Il est vrai que, comme vous le dites, au niveau anglo-saxon, eux, ils ont bien compris que, en réalité, ce qu'on attend du collaborateur, ce n'est pas tant la pression qu'on lui met. Mais même si on lui met une pression, on va parler de pression utile. De pression utile pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Mais ce qui est différent du... Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, dans ces entreprises-là, vous allez voir, on ne va pas s'appeler M. Kwame, M. Bovoy. Non, c'est Marcelin, c'est Félicien, Marco, c'est Anis. Voilà. Alix. Alix, autant pour moi, vous m'excusez, chère madame. Je vous en prie. On fait des réunions debout, rapidement, on prend les décisions rapidement. Et vous allez voir au sein de ces entreprises-là, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de porte fermée. Il y a des baies même vitrées. Voilà. Le chef est assis ici. Le chef est assis ici, il voit Kwame qui est assis de l'autre côté en train de travailler. Il n'y a pas de problème. En fait, on laisse tomber les barrières. Alors que nos bureaux, tels qu'ils sont conçus ici, déjà même constituent les premières barrières. C'est-à-dire le patron même a un bureau qui fait 500 mètres carrés. Il peut faire tout cet espace-là. Sa secrétaire, bon, il y a un peu pitié à la moitié. Et les autres, c'est des KGB. Tout à fait. Donc, tous ces éléments, en fait, vont permettre de cloisonner les relations au sein de l'entreprise. Mais quand on arrive chez nous ici, le chef, c'est le roi. En tout cas, vous pouvez lui donner tous les qualificatifs qu'il faut parce que c'est le détenteur exclusif de la vérité. Il est vrai qu'il y a cet aspect, mais il y a aussi beaucoup de chefs qui comprennent aujourd'hui, que je connais en Côte d'Ivoire ici, bien entendu, qui se disent, mais ça sert à quoi de se mettre toutes ces barricades-là pour aboutir à quel résultat? Le chef et le patron, c'est différent. Pardon? Il ne faut pas être chef et patron. Non, il y a le chef et puis il y a le patron. Bien sûr. Il y a le chef et puis il y a le patron. Et ça, il faut que les managers... Le chef, c'est celui qu'on a nommé, le patron, c'est celui qui connaît le travail. Tout à fait. Et qui fait travailler les autres, qui met les autres dans les situations qui puissent leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est surtout ça. Ça, c'est ça. Et c'est en cela qu'il va développer un certain leadership. Vous avez parlé de délégation. Mais tant que le chef ou le patron n'arrive pas à développer ce leadership-là, mais il ne peut pas voir qu'en Marcelin, il y a quelque chose de bon que je peux tirer. Et donc, il faut lui donner l'occasion de donner ce qu'il a. De donner ce qu'il sait faire, de prouver. Révélation. Parce qu'en fait, la délégation, c'est cela. Quand on délègue, on lui dit, il faut prouver. Voilà, je vous donne le plateau. Prouvez-moi que vous savez. Mais donnez l'opportunité, vous allez voir s'il peut ou il ne peut pas. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous pensez des chefs qui aiment écouter ceux qui ne sont pas dans leur sphère, qui prennent par exemple leurs avis ailleurs, au lieu de se conformer à ce qui est devant eux? À l'équipe et non pas se comporter comme ça. C'est des chefs, par exemple, qui ont ce qu'on appelle un shadow cabinet. Est-ce que c'est utile? En matière de gestion à ce niveau-là, il est vrai qu'il y a le canevas formel, mais il y a aussi l'aspect informel. L'aspect informel qui tient aussi pour beaucoup dans la gestion d'un chef, la gestion d'un manager. Voilà, donc ce n'est pas forcément l'aspect hiérarchique, formel qui est là, qui doit le guider. Non, je suis désolé. Toute gestion a cet aspect formel-là, mais il y a aussi tout l'aspect informel qui va lui permettre de comprendre mieux certaines situations, même que lui-même il vit. D'accord. Voilà. Donc pour un chef, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Mais tout dépend de l'exploitation qu'on en fait. Attention, ça il faut que je précise pour ne pas qu'on dise « Docteur Kwame est venu dire non, il faut qu'on fasse ça ». Et puis se fonder exclusivement sur cela pour prendre des décisions. Qu'est-ce que vous pensez des chefs en Afrique? De votre expérience, je sais que vous faites beaucoup de conférences, tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des chefs africains? Qu'est-ce qu'ils devraient améliorer? Il y a de très bons chefs en Afrique. Il y a les meilleurs même là sont peut-être en Afrique. Il y a des excellents chefs. Surtout dans le côté anglophone. Il y a des excellents chefs. Et ce qui pose le problème, à mon sens, c'est l'aspect, la gestion du relationnel entre le chef et ses collaborateurs. C'est-à-dire? Et en même temps, je les comprends. Parce que j'ai mené une étude tout récemment
sur la gestion, ou du moins les compétences émotionnelles et la gestion, la pratique de leadership. Mais dans les entretiens que j'ai eus, le chef vous dit, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de descendre. Mais nos collaborateurs ici sont tels que quand vous descendez, on vous jette la boue. Vous me comprenez? Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Ça dépend de la manière de descendre aussi. Tout à fait. Et donc, c'est comme si ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ils veulent bien descendre, mais en même temps, ils se disent, bon, si je descends, mais bien sûr, il faut savoir descendre. Justement, c'est la méthodologie. Il faut savoir descendre. Et c'est cet aspect-là que les chefs doivent construire. Comment descendre? Normalement, ça doit être naturel. Ça devait être naturel, mais mon cher ami, sur le terrain, c'est autre chose. La réalité, elle est autre chose. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. La réalité, vous êtes en entreprise, j'ai fréquenté des gens dans des entreprises, c'est pas facile. Et il y a des gens même qui vont aller jusqu'à tapoter leur chef. Non. C'est pas parce qu'il descend à votre niveau pour vous mettre à l'aise pour travailler que vous allez penser que... En fait, c'est pas l'homme là, c'est pas l'homme qu'il faut respecter, c'est le titre. C'est le titre en fait qu'il faut respecter. C'est le chef. Le titre là, le titre de manager, c'est cela qu'il faut respecter. Parce que l'homme en question, il ne peut pas vous envoyer dans un supermarché. Non. Là, il n'a pas ce droit. Mais c'est son titre là qui est très important, qui lui confère cette... Envoyer dans le supermarché, bon, je vous comprends. Mais ce n'est pas cela qui compte. Voilà. C'est pas cela qui compte. En dehors du travail, vous et moi, on peut être de bons amis, on peut s'asseoir quelque part et prendre un pot. Ça n'a rien à voir. Mais quand on vient au travail, et que soit je suis votre chef ou bien que vous êtes mon chef, mais il faut faire la part des choses. Absolument. Il y a l'ami Félicien ou Marcelin, mais il y a le chef. Et c'est cette distinction-là, généralement, que les collaborateurs aussi n'arrivent pas à faire. On est trop dans l'émotion aussi en Afrique. C'est ça aussi. Bien sûr. Quand il y a une décision qu'on prend de façon rigoureuse, on dit non, il est méchant, mais il est méchant avec moi. Alors qu'il y va du bien fondé de l'entreprise. Voilà, lui et moi, hier dimanche, Marcela et moi, on était ensemble, on a pris un pot. Mais là, la situation se passe là, il ne cherche même pas à comprendre. Il a oublié même que c'est moi qui ai payé. Et ça, il va même extrapoler, exagérer. Oui, on était ensemble. Il a oublié même que c'est moi-même qui ai tout payé. Mais aujourd'hui, on vient là et puis il se prend pour qui? Quand on était étudiant, je le bergeais, tout ça. Maintenant, donc, il a on ne réussi. voit plus le chef. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. En fait, le problème est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau des patrons, mais également au niveau des collaborateurs. Et même qui doivent comprendre et faire la part entre la connaissance et l'ami et le chef. Surtout quand ils sont nommés. Surtout quand ils sont nommés fraîchement. Voilà. C'est là où on peut intervenir parce que ça commence. Tout à fait. Qu'est-ce que vous conseillerez, par exemple, à quelqu'un qui vient d'être nommé fraîchement, qui était, par exemple, je prends un exemple, qui était, par exemple, instituteur quelque part, et du fait, par exemple, d'une élection, mais devient, par exemple, ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un coaching, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier à faire pour la gestion, pour le management? Parce que on peut avoir des velléités terribles. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'il faisait dire à l'autre, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et donc, il appartient à l'individu qui a eu cette promotion, il appartient à l'individu qui a eu cette promotion de savoir raison garder. Très bien. Pour dire que si on vous a mis à ce niveau-là, c'est justement parce qu'on a détecté des éléments. Enfin, ça, c'est une nomination normale. Voilà, comme vous avez dit de rester dans la normale, on va rester dans la normale. On a détecté... Sinon, on ne peut pas aller de... on a détecté un certain talent en vous, des qualités managériales en vous, et on se dit qu'en vous mettant à un poste beaucoup plus intéressant, vous allez pouvoir partager, distiller en réalité au sein des groupes, de l'équipe, ce que vous avez et ce qu'on pense que vous pouvez faire et encore davantage. Quoique peut-être dans l'absolu, vous ne maîtrisiez pas sûrement le secteur d'activité. Enfin. Dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur... Pourquoi nommer quelqu'un d'ailleurs dans un secteur pour lequel il ne sait rien? Ah, mais ce docteur-là... Il va s'appuyer sur l'équipe sûrement. Si on veut rentrer dans ça... Ses collaborateurs, justement, c'est là où les collaborateurs Voilà interviennent. pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on rentre là, c'est trop compliqué. Si on veut aller dans ce débat, vraiment... C'est compliqué. Ensemble, comment on gère son stress pour terminer? Alors, docteur, comment gérons-nous le stress? Comme Alex dit, à quoi ressemble l'entreprise idéale? Je sais qu'il y a des entreprises où il y a des endroits pour déstresser. Bien sûr. C'est très important d'ailleurs. Oui. Pour souffler. Pour souffler. Voilà. Et j'ai vu des entreprises dans lesquelles je suis à une visite à laquelle je suis parti, et j'ai vu que à un certain moment, le chef d'équipe dit bon, on va prendre un petit café. Rien que ça, 5 minutes. Et tout le monde descend. On prend le petit café, on partage, et puis on s'en va. Les activités de cohésion. Tout à fait. Aux frais du chef. Aux frais du chef. Ça peut être participatif, mais en tout cas, ça crée de la généralement, cohésion. quand le chef est là où je préfère taire le nom pour ne pas faire de publicité, quand le chef commence, généralement les collaborateurs eux-mêmes, par la suite, disent non, mais tout le temps c'est le chef qui paye, il faut que nous aussi, on contribue. Donc il faut savoir gérer son temps,
Il faut avoir une alimentation vraiment saine. Il faut se donner des vacances. Surtout les managers, il faut se donner des vacances. Parce qu'eux, ils sont préoccupés par quoi? Ils sont préoccupés par, premièrement, composer avec l'insécurité financière. Deuxièmement, comment gérer la pression associée au développement de l'entreprise. Et avec toutes ces heures-là qu'ils passent au travail, alors en ce moment-là, ils ont besoin de se donner des vacances, ils ont besoin de se créer, comment on appelle, des aérations. Voilà, des aérations, des relations d'affaires et tout ça. Et au niveau des collaborateurs, participer à des séances de sport, comme vous l'avez dit, et chacun y va avec ce qui lui plaît. Merci, docteur. Voilà. Docteur Kwame Félicien, c'est un délice de vous avoir pour ouvrir cette semaine de Matin Bonheur. Allez, on est toujours au travail et on aura tout à faire pour que le stress ne nous influence pas. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Bonne semaine aussi.